Et pour cause, Vincent, regardez, que dis-je, admirez cette magnifique cathédrale Saint-Étienne de Bourges. Nous sommes ici dans le cœur historique de la ville. Alors oui, elle en impose, c'est une splendeur de l'art gothique et elle veille sur Bourges depuis le XIIe siècle. Bonjour Anna. Bonjour. Alors cette cathédrale Saint-Étienne, on peut dire que c'est un peu votre petit trésor ici à Bourges. Un tel trésor qu'elle est inscrite au patrimoine mondial de l'humanité depuis 25 ans. Alors un tel trésor qui, par rapport à d'autres cathédrales, a des dimensions assez singulières. Effectivement, c'est une des plus larges d'Europe, voire la plus large des cathédrales gothiques. Oui. Alors, elle a 5 portails. Habituellement, on en trouve 3. 5 portails qui se lisent un peu comme une BD ou comme des rébus. Qu'est-ce que ça raconte? Alors en fait, comme dans toutes les cathédrales, il y a évidemment un message religieux. On est là pour magnifier Dieu et l'église de Bourges. Et donc il y a aussi un vrai message politique. Alors le message religieux, c'est quoi? Alors avant tout, évidemment, le jugement dernier, qui est le portail principal. On y trouve également les portails qui représentent les saints tutélaires de la cathédrale et la Vierge. Voilà. Et le message politique? C'est d'affirmer la suprématie de l'église de Bourges sur les autres églises et son statut de primatiale. C'est un statut spécifique qu'elle souhaitait conserver le plus longtemps possible. C'est pour ça qu'on a cette impression, effectivement, qu'elle en impose. C'est quoi le message des gens tout nus qui sont là, juste derrière nous, sur le portail principal? Alors c'est le début de l'histoire du jugement dernier, puisque les morts sortent de leur tombeau. Mais c'est une partie qui a été très largement restaurée au XIXe siècle. Alors on a ici 2 tours, la tour nord ici, la tour sud ici, qu'on appelle aussi la tour sourde. Pourquoi? Alors tour sourde parce qu'elle n'a pas eu de cloche, puisque dès le XIVe siècle, on s'est rendu compte qu'elle risquait de s'effondrer. Heureusement, on a mis un mur boutant juste à côté. Voilà, exactement, le pilier butant qui soutient. Malheureusement, c'est l'autre qui s'est effondré. Bon, mais tout ne s'est pas effondré, ce qui permet à tous les visiteurs non seulement de l'admirer de l'extérieur, comme on a vu, mais d'admirer d'autres merveilles à l'intérieur, notamment des vitraux qui remontent au XIIIe siècle. Une cathédrale remarquable, impressionnante, imposante, Vincent, avec cette nef qui culmine à 37 mètres et surtout des vitraux absolument exceptionnels qui remontent au XIIIe siècle. Anna, ces vitraux du XIIIe siècle, ils sont juste derrière nous, ils sont absolument somptueux. Que racontent-ils? Alors les vitraux au XIIIe siècle racontent des histoires, essentiellement des scènes du Nouveau et de l'Ancien Testament qui souvent dialoguent entre elles d'ailleurs, et puis dans les chapelles plutôt des vies de saints ou de saintes. Alors ce sont des petites vignettes et alors ce qu'il y a de très bien ici, c'est qu'on peut remarquer les techniques, l'évolution entre le XIIIe et le XIXe, puisqu'on a aussi des vitraux du XIXe siècle. Qu'est-ce qui change notamment ici au XVe siècle, au niveau des couleurs, au niveau des représentations? Alors, autant au XIIIe siècle, on utilise des verres colorés avec beaucoup de rouge et de bleu. Et au XVe siècle, on va découvrir entre autres la technique du jaune d'argent. Donc on va utiliser beaucoup de verre clair et du jaune qui va aller avec des nuances du très très clair à l'orange. Donc évidemment une gamme de couleurs beaucoup plus importante. On va raconter aussi d'autres histoires. Alors tout à fait, au XVe siècle, ici ce sont des chapelles privées, donc ce sont essentiellement des portraits de personnes, des propriétaires qui sont présentés à la Vierge, à l'enfant. Il y a un personnage très important ici à Bourges, c'était au XVe siècle l'homme le plus riche du royaume, Jacques Coeur, qui a ici sa chapelle dédiée. Pourquoi? Alors il est comme tous les grands notables de la ville, il souhaitait avoir effectivement sa chapelle qu'il fait construire ici au milieu du XVe siècle. Et alors cette chapelle, donc on va y voir Saint-Jacques, ce n'est pas lui son portrait, mais Saint-Jacques, et qu'est-ce qu'on y voit d'autre, notamment sur cette merveilleuse verrière? Alors en fait là on passe à une autre étape, c'est une scène simplement qui est une annonciation et avec donc Saint Jacques, le saint de Jacques Coeur et Catherine d'Alexandrie, autre sainte tutélaire du couple de Jacques Coeur et son épouse. Alors cette cathédrale, eh bien, elle renferme un autre trésor, c'est le tombeau du duc de Berry. Ce que je vous conseille, eh bien, c'est de venir à plusieurs heures pour profiter de la lumière qui change au fil de la journée et c'est d'y venir longtemps, le temps d'apprécier tous ces vitraux et ils sont nombreux ici dans la cathédrale Saint-Étienne. C'est-à-dire que là, la restauration de ces baies, surtout, on a commencé par les 10 grandes baies plates du chevet, du déambulatoire, et ça a commencé un peu avant, en 1980, à un moment où on s'est vraiment posé la question de ces vitraux dans toutes les cathédrales, tous ces vitraux du XIIIe qui étaient devenus complètement noirs. Chartres en premier, Bourges, c'est-à-dire qu'on ne voyait même plus les scènes, c'est-à-dire que c'était noir.
Donc il y a eu une campagne de restauration qui a commencé sur la baie occidentale de Chartres. Et le chantier qui a suivi, c'était Bourges. Donc je me suis retrouvé un petit peu au départ de cette campagne. Et on a commencé à déposer déjà 2 baies qui étaient, à l'époque, c'était le Jugement dernier et la Nouvelle Alliance. Donc les premières recherches ont été faites en liaison avec le laboratoire de recherche des monuments historiques. Et puis le travail a consisté à déposer donc tous ces vitraux qui étaient chargés de noir, de poussière déjà aussi, de poussière de charbon, de poussière de toutes sortes. Et donc le premier travail a consisté à les nettoyer déjà délicatement avec de l'eau. Ensuite, les parties extérieures qui étaient très abîmées ont été nettoyées avec de l'eau, mais aussi avec des produits qui étaient proposés par le laboratoire de Champs. Et petit à petit, on a essayé de rattraper au maximum qu'on pouvait la coloration de ces vitraux. Alors, le résultat était quand même très visible. C'est-à-dire que quand on a reposé toutes ces baies, l'ensemble était complètement transformé. C'est-à-dire qu'on avait une impression, on pouvait avoir l'impression qu'on avait retrouvé justement la lumière du XIIIe, mais ce n'était qu'une impression. Parce que du fait de cette dégradation extérieure du verre, on ne pourra jamais la retrouver. C'est un peu comme si on avait mis un calque très opaque derrière le vitrail d'origine. Au XIXe, justement, on essayait de privilégier l'image dans les vitraux qu'on faisait, et du coup, justement, les peintres verriers du XIXe ajoutaient à l'extérieur un dépoli artificiel, finalement, par cuisson, pour arrêter justement la lumière, pour que la lumière ne détruise pas l'image. Donc, dans ces vitraux-là, c'est ce qui s'est produit, mais d'une façon naturelle, avec le temps, avec la destruction, avec la détérioration des verres. Le plus important, c'est ce phénomène de la lumière. Parce que la lumière d'un édifice, ça a toujours été quand même l'élément recherché primordial pour les constructeurs et pour l'Église, pour les prêtres. Parce que la lumière, symboliquement, c'est très fort et que on ne peut pas, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas avoir une lumière qui soit la même qu'à l'extérieur. Donc on a essayé de trouver des solutions qui ont varié suivant les époques d'ailleurs, pour transformer cette lumière c'est vraiment le vitrail, c'est vraiment la paroi de transition qui fait entre la lumière naturelle et la lumière spirituelle, ou spiritualisée en tout cas, de l'intérieur. Alors, là, dans ces petits vitraux-là, ça fonctionne, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne très bien par rapport à la lumière, parce que il y a aussi dans la composition un élément important, c'est qu'il y a énormément de blanc. C'est-à-dire que les couleurs sont toujours beaucoup séparées soit par des filets clairs ou des petits points clairs, des petites pièces claires. C'est-à-dire que toute la surface du vitrail est ponctuée de clairs qui empêche la couleur d'être trop en surface, si vous voulez, je ne sais pas, qu'elle ne prenne trop d'importance. Et donc la couleur ne joue pas en tant que couleur finalement. La lumière qui passe à travers toute cette composition est transformée dans une lumière, je ne dirais pas une lumière blanche, mais quasiment. C'est-à-dire que la lumière n'est pas une lumière colorée comme on pourrait en avoir avec des vitraux plus récents, enfin plus... Ce qu'il y a, c'est que dans le temps, on s'aperçoit que le principe de la lumière colorée, finalement, il va déboucher sur de la figuration. Il va déboucher sur
sur de l'imagerie. Et du coup, on va perdre on va perdre un petit peu cette recherche de la lumière au profit de l'image et de la représentation à toutes les époques. Dans l'évolution, c'est-à-dire que jusqu'à la Renaissance, déjà on voit déjà à partir du 14-15e, il y a des éléments d'architecture qui rentrent, qui sont plus présents, des personnages plus grands. Et puis le 16e, c'est vraiment la représentation, c'est l'image qui est privilégiée, même si la lumière forcément joue un rôle, puisque la transparence, même à travers l'image, ça fonctionne aussi. Mais alors que bon, Saint-Bernard, enfin les cisterciens, ils ont été beaucoup plus... c'est-à-dire ils n'ont pas apporté en tout cas l'évolution, la même évolution que l'autre mouvement. Et la lumière cistercienne, c'est une lumière qui est beaucoup plus naturelle justement, et qui finalement apporte un autre élément que le vitrail comme ici à Bourges. C'est-à-dire que le cistercien garde un rapport beaucoup plus important avec l'extérieur finalement. C'est-à-dire qu'il accepte la lumière naturelle, transformée un peu, mais il accepte cette lumière qui ne dérange pas finalement.